Donc merci de m'inviter. Donc oui, effectivement, moi j'ai une chaîne Philippe est dans le pré, pour ceux qui veulent un peu d'informations. Donc je suis agriculteur en Maine-et-Loire auprès d'Angers, producteur de viande bovine et de fourrage, ex-producteur de lait. J'ai arrêté l'année dernière le lait. Et donc durant mon parcours, j'ai repris derrière mes parents, donc qui faisaient un petit peu de lait, un petit peu de viande bovine et un peu de tabac il y a très longtemps. Et moi, j'ai fait un peu de viande bovine et un peu de lait. Après, je me suis spécialisé dans le lait. Et là, je repasse en viande bovine avec un peu de fourrage. Et donc, nous, on était syndiqués avec mon père à la FNSEA jusqu'en 1993, 1988, 13, 14, 13. Et puis depuis, je suis plus syndiqué. Et donc, on a fait des manifestations beaucoup. Déjà avant mon père, au temps de la FNSEA, on faisait que ça. Et puis après, en mouvement indépendant ou avec la Confédération paysanne ou la coordination rurale, après, après à partir de 94. Et donc en 2009, il y a eu les grèves du lait avec l'association des producteurs de lait indépendants. Et ça nous avait ouvert des portes à l'époque au ministère grâce au syndicat opposant à la FNSEA, grâce à la coordination rurale et à la Confédération paysanne. On a fait, euh, on a fait des réunions dans les ministères sous les mandats Bruno Le Maire avec Sarkozy et Stéphane Le Foll avec François Hollande. Voilà. Et depuis que c'est Emmanuel Macron, on est un peu plus discret dans les ministères, on va dire un peu moins invité, un peu plus écarté. Donc voilà l'histoire de mon exploitation. Alors la situation agricole, bah, comme je le dis dans mes vidéos, ma chaîne YouTube, bah, c'est toujours les mêmes, hein, les mêmes histoires, on prend les mêmes et on recommence. En fait, les médias détournent le sujet, le fond du problème agricole, hein, qui est le problème central, c'est qu'il reste maintenant, on sait en marge nette, tout confondu, qu'il reste 4,50 € sur 100 € TTC de produits alimentaires à l'agriculteur, donc il reste moins que le taux de TVA qui est à 5,5, le taux de TVA le plus petit, à l'agriculteur, puis les autres se gavent autour de nous, grande distribution agroalimentaire, et puis la logistique, les intermédiaires. Et ça, c'est avec des produits, pas que étrangers, c'est avec des produits franco-français, produits en France, transformés en France, consommés en France. Donc, ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Alors, à chaque fois, ils détournent l'opinion publique. Il y a eu la gestion de la crise sanitaire catastrophique du gouvernement par rapport à la dermatose nodulaire contagieuse. Bon, ça a été très mal géré. Il n'y avait pas besoin d'abattre les animaux pour cette maladie-là parce qu'elle n'est pas dangereuse, pas contagieuse et les animaux se soignent seuls. Hein. C'est une maladie qui est apparue en 1929 en Zambie et en Afrique, ils les soignent avec même des produits à base de plantes sans les piquer. Nous, on peut les soigner avec des antibiotiques ou avec des maladies. On peut les soigner comme le Covid pouvait se soigner avec l'ivermectine, mais ils n'ont pas voulu, ils ont préféré partir sur l'abattage total et la vaccination pour préserver les marchés à l'exportation, parce qu'en fait, c'est la note de la France. On exporte beaucoup d'animaux vivants parce qu'on n'est pas capable de les garder chez nous, comme on n'est pas capable de rémunérer les producteurs. Donc on exporte pour 2 milliards chaque année d'animaux vivants, alors que l'île de la Réunion, on avait bien vacciné une année en 92 et ça s'est bien passé, on n'en a jamais entendu parler après. Et puis dans les Balkans, ils avaient vacciné, ça s'est bien passé aussi. En Italie, ils ont décidé d'en abattre un peu au début, mais ils ont tout de suite arrêté. Ils ont un peu vacciné, comme en Suisse. Mais nous, on a pris le gouvernement a pris de mauvaises décisions avec l'abattage total. C'est ça qui a énervé les producteurs. Ça, c'est le problème sanitaire. Et puis après, ils ont parlé du Mercosur, mais le Mercosur, il n'est pas en place. Et même avant que le Mercosur soit en place, la paysannerie est déjà morte. Hein. Elle est morte par le manque de répartition de la marge, hein, puisque 80% de la nourriture qu'on consomme, elle est quand même française aujourd'hui, à peu près 80%. Donc sur ces 80%-là, on n'a pas de marge. Donc là, ça n'a rien à voir avec les traités de libre-échange ni l'Union européenne. Donc on nous balade, les grands médias nous baladent avec des fausses informations
pour éviter de parler du cœur du réacteur, qu'est le fait que l'agroalimentaire assassine la paysannerie et puis tous les intermédiaires autour. Donc, pour pallier à ça, il y a plein de propositions. Je vais les passer assez vite. Comme ça, vous pourrez après me poser des questions. Ce qui est important, c'est de se rapprocher. Vous irez voir sur Internet auprès de SOS Maire, hein, Alexandre Boisson, Marjolaine et toute son équipe, et l'ADMF, l'Association des mairies démocrates de France, Stéphane Bernard. Et nous a rejoint également Michel Lecomte, qui a créé un réseau, il y a plus de 10 ans qu'il travaille dessus pour le local, et un réseau qui contourne les plateformes américaines, qui est complètement franco-français. Il n'a pas besoin ni de YouTube, ni de Facebook, ni de Twitter. Ça s'appelle Smart Réseau, S-M-A-R-T-R-E-Z-O, Smart Réseau. Et il a bossé, c'est un ancien, il travaillait dans l'industrie avant, il est à la retraite, et il a décidé de donner un coup de main pour les circuits courts. Il habite dans le Tarn-et-Garonne, mais son logiciel fait même plus que toute la France, hein. Il peut faire le monde entier, le logiciel qu'il a mis en place. Donc, c'est un boulot énorme. Et donc, il s'est rapproché de nous il y a quelque temps avec Stéphane, l'association des mairies démocrates de France. Et le but du jeu, c'est d'informer les gens pour revenir sur du local au maximum. Il y a un peu plus de 200 millions de repas de consommés chaque jour en France, 204 millions environ. Il y en a 40 millions dans la restauration collective, hein, donc les EHPAD, des cantines, les comités d'entreprise, etc. Donc ces 40 millions de repas-là, il faudrait déjà qu'on puisse les alimenter par les agriculteurs en local. Et pour ça, les élus, les maires des communes ou les maires des métropoles, ils ont l'obligation, depuis à peu près 2004, ça a commencé, c'est des lois qui sont venues par le biais de la sécurité civile, par le ministère de l'Intérieur, pour protéger les populations en cas de conflit majeur, en cas de cyberattaque, en cas de guerre nucléaire, en cas de guerre tout court, en cas de blocage des approvisionnements logistiques. Les élus, ils ont l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde. Ils doivent avoir un document dans les mairies à la disposition de tous les habitants. Ça s'appelle le document, le DICRIM. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça la dicrimocratie, parce que le DICRIM, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. C'est-à-dire que s'il y a une cyberattaque, comme il y a eu en Suède l'année dernière, où 820 magasins ont été paralysés parce qu'il avait touché les réseaux informatiques, ben c'est tout bête, mais les gens ne peuvent plus rentrer, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc ça a été dépanné assez rapidement, bon, ça va. Mais supposez qu'il y ait une attaque majeure qui bloque les réseaux pendant 8 jours, ben vous avez plus de caissières, vous avez plus de, il n'y a plus rien, il n'y a plus de logistique, il n'y a plus rien, tout est paralysé. Donc ça serait la révolte au niveau des communes et des métropoles, sachant que je vous rappelle qu'on n'a que 72 heures de réserve d'alimentation dans les grandes métropoles, hein, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Angers, Tours, Blois. À la 73e heure, il n'y a plus de nourriture, hein, parce que le stock, il est dans les camions frigos, les camions blancs que vous croisez sur les routes, hein, et il se trouve que ces camions blancs-là, en plus, c'est un bras, c'est une société de la FNSEA. Hein, ils livrent 100 000 livraisons par jour en Europe, hein, cette société-là. 100 000 livraisons par jour en Europe. Imaginez s'il y avait un conflit, ce qui pourrait se passer. Donc, on est en flux tendu en permanence, hein, mais ce qui est produit en France, transformé en France, consommé en France, l'agriculteur n'a pas de marge. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de répartition de la marge, parce que l'agriculteur n'a pas la main. L'acte de facturation est fait par la coopérative ou le privé, l'industrie agroalimentaire. Donc, sur 90 milliards de chiffre d'affaires de la ferme France, il n'y a que 3 milliards qui sont facturés par les agriculteurs. Donc, c'est les AMAP, c'est le viticulteur qui vend ses bouteilles, il fait sa facture, c'est le viticulteur qui vend, je sais pas, des agneaux ou une vache de temps en temps en colis, il fait sa facture, 3 milliards sur 90. Donc, sur tout le reste, bah, c'est facturé par les coopératives agricoles. Alors, bien sûr, ils facturent le prix qu'ils veulent, hein, parce que c'est eux qui ont la facture. Hein. C'est-à-dire qu'on livre la marchandise et ils nous font la facture le mois d'après, 30 ou 40 jours après. Donc, c'est les coopératives, c'est Lactalis, c'est LDC pour la volaille, le numéro 1 européen,
Les veaux, c'est 2 acteurs hollandais qui ont la main sur le marché du veau en Europe. La viande, bah, c'est Bigard. Le cochon, c'est Bigard aussi, parce qu'il a 55% des abattoirs de porc maintenant, qui détient, donc il est majoritaire. Donc l'agriculteur, en fait, c'est presque un petit prestataire de service, hein, au service, c'est un petit soldat au service de l'agroalimentaire. Alors il y a 2 volets là-dedans. Il y a les consommateurs, qu'il faut qu'ils deviennent demain consommateurs, hein, et le paysan qui n'est pas rémunéré. Et entre les deux, les souris dansent. Sachant que 13% du budget des ménages pour l'alimentation, sur la consommation des ménages qui tire le produit intérieur brut de la France vers le haut, 1650 milliards, ils disent qu'il y a 13% du budget des ménages consacré à l'alimentation. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que l'agriculture est subventionnée, et si on compte toutes les subventions et les externalités, le coût global de l'impact du modèle agricole sur la santé, sur l'eau, la politique agricole commune, le financement des retraites, les subventions aux coopératives, le CICE aux entreprises, si on cumule tout ça, on est entre 26 et 28% du budget des ménages. C'est-à-dire que vous payez 13% quand vous rentrez dans le magasin, en moyenne, c'est les chiffres de l'INSEE qui sont sortis, mais après, si vous êtes imposable, alors plus les gens payent d'impôts, plus ils sont pénalisés. Ceux qui payent des impôts, bah, ils payent les impôts, ils sont pris sur le budget de l'État pour financer ce modèle agricole, et si vous n'êtes pas imposable, bah, vous y participez quand même par les impôts indirects. Hein. Donc, par la TVA, hein, quand vous faites le plein de votre voiture, tout ce qui est impôt indirect. Donc, en fait, le consommateur, c'est pas vrai qu'il paye que 13%. Il paye beaucoup plus que ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous achetez des œufs, des tomates, des yaourts ou des poireaux, eh ben, le prix du poireau, personne n'est capable de vous le dire. Vous avez le prix dans le magasin, mais le prix réel, personne n'est capable de vous le dire. Puisque la chaîne, elle a été subventionnée. La coopérative a été subventionnée. Tout a été subventionné. Si l'agriculteur, il a un réseau d'irrigation, il a été subventionné. Donc, c'est pas le vrai prix du poireau. On peut pas le connaître, le prix du poireau, puisque tout est fausse. Donc, c'est un drame. C'est pour ça qu'on veut revenir sur la dicrimocratie, avec les circuits courts et SOS Maire, communiquer aux consommateurs que dans la mesure du possible, vous revenez dans les exploitations et nous, demain, il faut qu'on s'organise avec des petits privés ou des gens qui veulent jouer le jeu, des élus qui veulent jouer le jeu pour remonter des petits outils de transformation ou trouver des prestataires privés pour qu'on puisse vous fournir des yaourts, des colis de viande, etc. Il y a déjà beaucoup d'agriculteurs qui vendent des colis de viande à la ferme. Hein, il suffit de passer commande. Et là, justement, Smart Réseau de Michel Lecomte va aider à ça, à mettre les gens en relation. Les gens pourront réserver des colis, des agneaux, des œufs, etc. Et là, évidemment, c'est l'agriculteur qui va faire la facture. À partir du moment que l'agriculteur fait la facture, ben on va contourner la coopération agricole, la coopérative, l'agroalimentaire ou la structure privée, la Thalys ou qui vous voulez. On va les contourner, ainsi que la grande distribution. Là, on contourne la coopérative, tout ce qui est agroalimentaire, on contourne les grandes distributions, donc Intermarché, Leclerc, Casino, U, tout ce que vous voulez, et puis on fait des économies aussi sur la logistique. Il y en a qui installent maintenant des distributeurs dans les villes. Il existe des distributeurs où on peut mettre dans le distributeur, les agriculteurs se mettent à plusieurs, on peut mettre des œufs, des yaourts, des poulets, des agneaux et tout. Les gens, ils vont au distributeur, c'est local, la nourriture, elle est saine, sachant que la nourriture, c'est la santé. Et là, vous n'aurez pas le problème de vous battre, de dire le Mercosur, tout ça. Non, non. Déjà, commençons par remplir les 40 millions de repas chaque jour. Si après, on arrive à convaincre un consommateur sur 3, vous faites le calcul, hein, 204 millions moins 40, si on arrive à convaincre un consommateur sur 3, on peut vite arriver à 100 millions de repas par jour. La moitié de ce qui est consommé. Où l'agriculteur reprendrait la facture. Et ça, c'est un enjeu considérable. Après, sur les 20%, le commerce international, ben, si on arrive à relocaliser, que les paysans ils gagnent leur vie, qu'ils n'ont plus 4,50 €, eh ben on va reprendre notre souveraineté petit à petit et on aura moins d'importations, on fera toujours un peu d'échange, mais beaucoup moins. Parce qu'après, sur les importations et les exportations,
ça après, c'est des décisions géopolitiques. Alors là, on n'a pas la main. Hein, on est dans la technique du libre-échange, alors qu'il faudrait qu'on revienne sur la technique de la coopération entre les États, qui est la charte de la Havane. Mais ça, c'est des décisions politiques qui nous échappent. Mais où on a un pouvoir quand qu'on va voter dans l'isoloir, si on a un peu compris pour qui il fallait pas voter, et on a un autre pouvoir par notre acte d'achat chaque jour en consommant local, bio et conventionnel, mais local. Et donc, je voudrais derrière ça que vous posiez des questions par rapport à mon intervention et bien penser à ce qu'avait dit Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Donc ça, c'est bien par notre acte d'achat qu'on peut les déranger. Hein. Sinon, on fait des manifestations, on fait du spectacle chaque année devant les préfectures, tout ça, mais le préfet, c'est pas lui qui va forcer les gens à aller acheter des yaourts français. Ou, voilà. Il faut que les consommateurs se prennent en main. Il faut qu'on se prenne en main. On a 3 poignées de main à donner. Une poignée de main au maire de la commune pour lui demander de mettre en place un plan communal de sauvegarde. Et une autre poignée de main à donner, c'est aux consommateurs. Renouer les liens avec nos consommateurs locaux. Et puis après, on peut se retrouver à 3, le maire de la commune ou l'adjoint, hein, les consommateurs locaux et l'agriculteur. Hein, et avec 3 personnes, on a résolu le problème. On fait la facture, l'alimentation, elle est locale, elle n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres ou elle n'a pas besoin de faire 22 000 kilomètres comme font certains poulets pour arriver dans nos assiettes. C'est local, on connaît le producteur et là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien. D'accord. Alors, ça paraît terriblement simple ce que tu nous dis, mais est-ce qu'on a suffisamment de petits producteurs locaux pour, comment dire, fournir ce réseau territorial? Est-ce qu'on en a assez? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de grandes fermes, enfin des élevages, des agriculteurs, mais qui font des grosses quantités. Et eux, ils sont bien, je suppose, dans tout ce qui est agroalimentaire. C'est pas eux qui vont venir nourrir les territoires. Donc, il nous faut des petits producteurs, mais est-ce qu'il y en aura assez pour nourrir tout le monde? Alors, dans un premier temps, il y a une organisation à mettre en place. Donc, à travers des réseaux, on vous fera passer des liens pour que les gens aient une cartographie où s'approvisionner. Et puis après, il est évident que, parce que c'est tout un système à mettre en place, ça va pas se faire en claquant des doigts. Après aussi, c'est des partenariats avec les petites et moyennes surfaces qui existent déjà. Hein, des magasins qui existent déjà. Parce que sinon, ça fonctionnera pas. Mais déjà, on serait capable déjà assez rapidement, quand je dis assez rapidement, c'est sur 1 an, 2 ans, ouais, on serait capable déjà dans une commune, ça dépend le nombre d'exploitations qu'il y a dans les communes, mais il y en a souvent 15 à 20, des fois pas plus que ça, des fois moins, hein, mais dans les régions d'élevage, on pourrait déjà en mettre 3 ou 4 par commune qui seraient capables de répondre à ça. Ça serait déjà énorme. Il faut déjà démarrer par ça. Et puis après, les autres, ils pourraient approvisionner des magasins de proximité. Hein. Le schéma, il est déjà existant. Il y en a déjà qui le font. C'est un peu les AMAP, mais en un peu plus grand que les AMAP. Alors, faut pas que ça vienne abîmer les AMAP. Hein. Ceux qui ont des AMAP existantes, faut les laisser. Faut pas venir prendre la place des AMAP. Hein. Parce que là, ça sera une catastrophe. Celui qui a mis en place son AMAP, faut la respecter. Faut développer autour. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'AMAP? C'est une association communale de producteurs. Les gens, ils réservent un panier. Ils réservent un panier de fruits, de légumes, par exemple, patates, poireaux, tomates. Ils réservent leur panier et tous les 15 jours, ils viennent chercher leur panier. D'accord. Oui, c'est vrai que ça se voit un petit peu partout. Enfin, c'est souvent du bio, mais pas que, c'est aussi du conventionnel. C'est aussi du conventionnel. Et ça, on peut le faire avec les œufs, avec la viande, avec les fromages, avec les yaourts. On peut le faire avec tout, le local. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème parce que
toutes les régions de France ne font pas les mêmes produits. Alors, il y a, on va dire, le potager de la ménagère, oui, mais il y a des denrées qui sont plus produites dans telle ou telle région de France. Et Alors après, c'est local au maximum, mais après, dans des régions, par exemple, céréalières où l'élevage est parti, alors là, c'est là de l'organisation, mais il est toujours possible d'avoir des magasins de producteurs ou de faire un partenariat avec les petits magasins existants, hein, où l'alimentation, elle va peut-être venir du département à côté. Alors, elle va peut-être faire 150 ou 200 kilomètres, mais parce que dans les régions céréalières, ils n'ont pas forcément des canards, des œufs et des moutons. Mais vaut mieux qu'elle fasse 150 ou 200 kilomètres que 22 000. oui, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais tu prêches pour une convaincue parce que moi, je suis vraiment à fond dans l'alimentation, le circuit court, et je m'y applique dans la façon dont je vais faire mes courses. Je fais beaucoup le marché, mais je crois que c'est quand même pour des citoyens qui sont pas dans la connaissance du sujet, c'est compliqué de se dire, mais comment on va pouvoir mettre ça en place sur le territoire, tu vois, c'est difficile pour nous. Oui, parce que c'est changer ses habitudes. Alors, sachant que parce que les gens, après, les agriculteurs, ils ont peur, parce que c'est un changement de modèle. Comprendre. L'agriculteur, il a été conditionné à produire. Il a été conditionné à travailler beaucoup sur des gros tracteurs et de produire toujours plus. Il a pas la casquette de commerçant, souvent. Voilà. Donc, les gens, ils appréhendent à faire ça. Mais après, si les consommateurs répondent auprès des grandes villes, il y a des gens qui viendront s'installer, il y a des gens qui vont répondre si les carnets de commandes sont remplis. Mais c'est tout un système qu'il faut remettre en place, qui est tout petit, mais qui peut aller très vite si on est intelligent et qu'on a à gagner les uns les autres. Parce que je vois le lait, par exemple, le lait, 1 euro, c'est pour un agriculteur, c'est bien vendu. Si on le vend 1 euro le litre, dans les magasins, vous allez en trouver à plus d'1 euro le litre, vous allez en trouver aussi à 0,75 ou 0,80. Mais c'est du demi-écrémé. Ils ont tout enlevé, ce qu'il y avait de bon dedans. C'est de la flotte. Donc, si vous prenez 1 litre à 1 euro, si pour vous, il y a trop de matière grasse, que les gens ont peur de prendre du poids, rien ne les empêche de le couper avec un peu d'eau, hein. Mais si vous le coupez avec un peu d'eau, il va vous revenir moins cher que d'acheter une brique à 1 euro ou 1,20 €, où ils ont enlevé toutes les protéines de dedans et tout. C'est un demi-écrémé. Même le lait entier, il s'en vend pas beaucoup, mais même le lait entier vendu dans les grandes surfaces, ce n'est pas du lait entier. C'est pas du lait sorti du pis des vaches. Il a été standardisé. Ça n'existe pas, le lait entier. Il y a que à la sortie des fermes qu'il existe, le lait entier. Donc, 1 euro, pour que ça vous parle, nous, ils nous payent, alors, ils nous payaient 43 et demi, par moment 45 centimes. Là, cette année, je pense que ça va être du 43,2, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, là, il y a 50%. Vous avez vu? Il y a 50%. Sur la brique de lait. Parce que l'industriel, lui, avec le lait, il fait du cracking. Il explose le lait en molécules, en plus de 2000 molécules. Ça sert pour faire de la peinture, ça sert dans la pharmacie. Il y a une protéine là-dedans qui vaut 5000 € le gramme. Ça va en pharmacie. Donc, il utilise le lait pour faire plein de choses, l'industriel. Donc, c'est devenu un gros business, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle les consommateurs, quand ils achètent des produits agricoles, tout ce qui est produit transformé, en réalité, quand vous faites vos courses, c'est ce qui est le plus cher. Parce que ils ont récupéré les matières nobles dedans, ils mettent un sous-produit, ils sont subventionnés pour ça, puisque tout est subventionné, hein. Et là, on sait pas du tout ce qu'on consomme. Et Bigard, avec la viande, il fait pareil. Bigard, avec la viande, il prend, entre le départ de la ferme et l'arrivée dans les grandes surfaces, nous, on a les prix, il prend à peu près 2 € du kilo de carcasse par animal. Donc, un bovin de 400 kilos, il prend 800 €. Et puis après, il a une société, il revend les peaux des animaux avec une autre société. Il revend le sang, il récupère le sang. Il récupère la peau des fœtus, quand il y a les vaches allons un petit veau devant, il récupère la peau des fœtus, ça sert à faire les sacs à main, hein, et il vend même des morceaux dans les calculs de la vésicule biliaire qui valent 150 000 € le kilo.
il y a des morceaux. 150 000. Alors, il a fait des sociétés distinctes, et puis la société de base qui fait l'abattage, mais il dit, moi, je gagne pas d'argent. Un abattoir gagne pas d'argent. Ben non, c'est sûr. S'il a vidé le contenu, et puis il a emmené ce qu'il rapportait dans les autres sociétés, ben oui, ça, tout le monde sait faire ça. Ça s'appelle un montage économique, ça. Mais donc, voilà. Donc, l'agriculteur s'en sortira jamais. Et en plus, on est dans le mensonge permanent parce que lorsqu'on dit que le problème, c'est le consommateur, si demain, ça a déjà été fait, hein, et vous avez vu les augmentations, quand il y a des augmentations dans les magasins et dans les grandes surfaces, ben, les augmentations, elles sont pour eux. Ils s'engraissent eux. Il revient rien à l'agriculteur. Et ça, on s'en sortira pas de ça. Donc, la seule solution, c'est qu'on arrive à faire un partenariat, nous, avec les consommateurs, sur tout ce qu'on peut faire. Je dis pas qu'on fera 100%, mais si on en fait déjà une partie, c'est déjà énorme. Et vous comprenez bien que 80% de l'alimentation produite en France, transformée en France, consommée en France, s'il y avait que l'étranger qui avait ruiné les paysans, si on était bien payé sur les 80% qui sont utilisés en France, on aurait 20%, on va dire, moins bien rémunérés, on serait pas à autant de suicides paysans. Il y aurait 20% qui dégraderaient notre note, on va dire. Mais 80% de ce qu'on fait, on vivrait correctement. Bah, on aurait une moyenne qui serait quand même pas toute mauvaise. Mais la vérité, c'est pas celle-là. C'est que sur ce qu'on consomme en France, nous, on n'a pas de marge. Voilà. La marge, elle nous échappe. C'est pour ça qu'on s'en sort pas. Donc, à chaque coup, on nous balade. Là, on va nous parler de la loi du plomb. Ça, c'est un autre débat. C'est le débat des phytosanitaires. Mais qu'on ait la loi du plomb ou qu'on ne l'ait pas, ça ne changera rien avec la rémunération des producteurs. Ça n'a rien à voir avec la rémunération. Absolument rien à voir. La rémunération, c'est que dans notre métier, il n'y a pas de ruissellement. Et dès que le produit, il part de la ferme, il vaut rien. Enfin, il nous donne le prix qu'il vole. Et une fois que les bêtes sont dans le camion ou que le lait, il est dans le camion, eh ben là, bizarrement, ça vaut beaucoup, là. Là, ça vaut des sous, là. Mais quand il est chez nous, il vaut rien. Voilà. C'est tout. Comment ça se fait, Philippe, que le monde agricole ait accepté de perdre la facturation, son pouvoir sur la facturation? Qu'est-ce qui a amené à ça? Alors avant le mot facturation, faut remonter un peu pendant la guerre ou avant la guerre, c'était des petites fermes, toutes petites fermes. Les gens avaient des poules, des canards, des cochons, voilà. Donc ceux qui y mettaient du lait, quand la laiterie passait au bout du chemin, elle ramassait 1 ou 2 bidons ou 4 bidons. Donc là, c'était la laiterie qui faisait aussi la facture, mais il y avait plein d'intervenants, beaucoup de petits privés. Donc il y avait une concurrence. Et puis les gens vendaient des lapins sur le marché, ils vendaient 3 canards, ils vendaient du blé à leurs voisins. C'était des toutes petites, voilà, c'était une agriculture de substitution. Les gens étaient beaucoup en autonomie, hein. Et après, quand les coopératives se sont développées, eh bien là, le problème, c'est que le syndicat FNSEA, qui est né en 46, il s'est marié en 1959 avec la coopération agricole. Ça s'appelle le COPA-COGECA. Le COPA, c'est les 27 FNSEA en Europe, et le COGECA, c'est toutes les coopératives en Europe. Et il y a eu le mariage en 59, ils ont les mêmes bureaux, ils travaillent dans les mêmes bureaux à Bruxelles, donc ça fait plus qu'une seule entité. Sauf que le problème, c'est que l'intérêt de la coopérative qui est devenue une multinationale n'est pas le même intérêt que l'agriculteur. Il n'y a pas d'interface entre les deux. Donc l'agriculteur, il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même dans la mesure où il décide plus de rien. Alors qu'un artisan, lui, il va faire un devis pour poser du carrelage. Il va faire un devis pour faire un chantier de maçonnerie, une couverture, des plâtres ou de l'électricité. Donc on accepte ou on refuse le devis. Mais une fois qu'on a accepté le devis, l'artisan, il fait la facture. Nous, on n'a pas de devis. L'agroalimentaire, la coopérative, elle vient capter les produits dans les fermes et on est apporteur de minerais, en fait. Alors ben là, ça a été l'erreur, ça a été la catastrophe. À partir du moment qu'on a convergé vers les outils coopératifs et des gros privés, après, il reste plus que le bras de fer entre ces gens-là et la grande distribution. Et l'agriculteur, il est complètement écrasé. C'est ça, la crise agricole. Elle vient de ça, hein.
elle vient du revenu. Ça n'a rien à voir avec les normes et les charges administratives. Ça, c'est pour détourner le débat, ça. D'accord, mais ce que j'arrive pas à comprendre, comment on a pu vendre ça aux agriculteurs? Comment ils n'ont pas compris qu'ils allaient se faire bananer, quoi? Alors, ils n'ont pas compris parce qu'ils ont été conditionnés pour produire. Et au départ, les gens qui avaient 5 vaches ou 10 vaches, quand ils sont passés à 30 vaches, il y a eu une légère amélioration parce qu'il y a eu un progrès technique et puis il y a eu un confort de travail par l'arrivée du machinisme des tracteurs. Plus on avance, moins c'est physique. Aujourd'hui, le travail est plus agréable qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Par contre, la charge mentale, elle est terrible. Les gens tombent en burn-out parce qu'il y a un endettement de plus de 260 000 euros par exploitation et il n'y a pas de revenus. Donc, en gros, les agriculteurs, ils travaillent plus pour gagner moins. C'est-à-dire qu'ils ont 100 vaches laitières et ils gagnent moins d'argent que leurs parents quand ils en avaient 25. Voilà, c'est tout. Le monde agricole, il s'est fait piéger. Et les gens sont conditionnés là-dedans. Alors, il y en a quelques-uns qui ont compris, qui reviennent à des petites tailles d'exploitation et qui essayent de commercialiser une partie par eux-mêmes, mais c'est pas la majorité aujourd'hui. Et nous, justement, on veut les amener à ça. D'accord. Je vais lancer un petit appel aux personnes qui nous écoutent en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre dans le studio et poser vos questions en direct à Philippe. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît sur votre écran et rejoignez-nous. J'avais une autre question. Tu disais tout à l'heure donc que 80% de tout ce qui est alimentaire consommé dans notre pays est produit dans notre pays. Bien sûr. Donc, il est produit par des petits producteurs, mais également par des grosses… c'est tout confondu, oui, ça. C'est tout confondu. D'accord. Et quelle quantité de notre production française est exportée? Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée là-dessus? On importe maintenant 60% des moutons. Donc, on en exporte… le reste reste chez nous, on n'en exporte pas, on en importe 60%. Les fruits, c'est 71%, c'est le Portugal et l'Espagne principalement qui nous envahissent. Les légumes, on en importe 28%, la viande bovine, on en importe 25%, hein. Le poulet 50%, le porc non, on est plutôt on est excédentaire. En céréales, on est très excédentaire, on en exporte chaque année, hein. Et puis le vin aussi, les spiritueux. Et puis on exporte un petit peu de fromage et de yaourt, mais on en importe aussi. Donc il y a un jeu de balance on est déficitaire quand même dans de plus en plus de domaines. Le lapin, il vient de l'extérieur, c'est une faible consommation le lapin. Mais la volaille, maintenant, c'est l'Ukraine, beaucoup. Les œufs, on en manque. Pourquoi qu'on en manque? On en manque parce qu'on n'a pas rémunéré les producteurs. Je vais vous parler des œufs en conventionnel, en semi-plein air. Donc, les poules elles vont dans les champs, et comme elles volent, elles sortent et elles rentrent la nuit. À la tombée de la nuit, elles rentrent dans les couvoirs. Hein, elles rentrent et voyagent comme… Elles sont pas enfermées du tout dans des cages. Hein. Eh bien, les producteurs, ils touchaient moins de 8 centimes de l'œuf. C'est pas possible. Hein. C'est plus d'1 million d'euros. C'est 1,5 million, 1,6 million pour faire un bâtiment pour 20 000 poules. Ouais. Donc, moins de 8 centimes, là, l'agriculteur, il y en a plein d'élevages de fermés. Donc, la ministre, elle a dit que c'était les permis de construire et les tracasseries administratives. C'est parce qu'elle n'a pas voulu répondre à la question. Oui. Pour rémunérer le producteur, il faudrait 11 centimes de l'œuf. Aujourd'hui, comme ils n'en ont plus, hein, ils sont montés à 9 centimes 2. Il y a quelques privés qui donnent 9,5, mais il faudrait 11. Bon. Et ça, personne ne va le dire. Alors pourquoi? Et c'est comme ça pour tout, le lait, la viande, tout. Alors, c'est la coopérative qui compresse, c'est beaucoup les coopératives là, dans les œufs, qui compressent les producteurs pour après se battre avec les centrales d'achat pour avoir des marges. Donc le producteur, lui, alors c'est honteux, hein, parce que 9 centimes 2, s'il avait 11 centimes, les producteurs, ils vivraient, on va dire, normalement.
pas richement, mais normalement. C'est quand même du boulot 7 jours sur 7. Faut aller ramasser les œufs tous les matins et surveiller matin et soir. C'est quand même honteux que pour que quelques centimes sur après, quand ça va arriver dans le magasin à 3 € ou 4 €, qu'on n'est pas capable de passer de 9,2 à 11. Tout ça parce qu'il y a un bras de fer entre la coopérative et Leclerc et U. Et c'est pour ça qu'on peut pas tenir. Et les raisonnements que je viens vous de prendre pour les œufs, il est le même pour le mouton, la viande bovine, le lait. Le lait, il manque 20 centimes. Au moins 20 centimes. Le lait, il est 43, 45, il faudrait qu'il soit à 65. À chaque fois, c'est le même problème. Merci Philippe. On a Sophie qui a une question. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. Vous avez beaucoup de données précises. Vous avez dit à un moment donné que c'était tout un système qu'il fallait remettre en place. Et là, vous parlez donc beaucoup de l'industrie agroalimentaire par opposition aux circuits courts. Qu'est-ce que vous pensez de la mise en place également d'épiceries solidaires et participatives qu'on trouve parfois dans des petits villages? Il y a une association comme Bouge ton coq qui aide justement les habitants de villages qui ont perdu des commerces à remettre en place des épiceries qui pourraient être alimentées par des producteurs locaux. Donc, c'est pas tout à fait du direct, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait pas être une alternative aussi? Ah oui, c'est une très bonne idée. Mais alors ça, c'est une très très bonne idée. On aura besoin d'acteurs locaux pour faire les relais. Mais faut faire bien attention parce que, par exemple, les PAT, les projets alimentaires territoriaux, où les élus ils ont l'obligation de les mettre en place, ils sont commencés. Bon, ils sont à la traîne, mais ils sont commencés à les mettre en place. Mais il y a des endroits, quand vous allez les interroger, ils vont dire, nous, ça y est, c'est fait. Au niveau de l'agglomération, au niveau de la communauté de communes, au niveau des grandes villes, ça y est, on a mis en place on fait travailler les acteurs locaux. Alors, ils vont en faire travailler un ou deux, gérés par la Chambre d'agriculture, mais gérés par les coopératives, par le réseau FNSEA Coopérative Chambre d'agriculture. Alors là, ils vont mettre quelqu'un en photo qui va vendre 3 poulets dans l'année ou une vache, et puis le reste du temps, c'est approvisionné par les grandes centrales des coopératives. Et l'agriculteur n'a pas la facture. Ce qui est important, c'est qu'il faut que l'agriculteur remette la main sur la facture. Absolument. Alors, soit il facture directement, comme vous dites, au relais, là, parce qu'on aura besoin de relais, mais il facture directement. C'est une très bonne initiative, ça. Je les connais pas, ces gens-là. Mais c'est une bonne initiative à condition que l'agriculteur, il facture directement à ces gens-là. Sinon, ça marchera pas. Et je voulais vous dire que pourquoi on en est là dans le reste des 20%, et ça fait des années qu'on parle des accords de libre-échange, du Mercosur. Alors avant, c'était le TAFTA, le CETA. Avant l'Union européenne, c'était le Commonwealth avec les colonies anglaises. Eh bien, parce que dans les rapports de force, quand il y a des négociations internationales, que ce soit avec l'Inde ou le Mercosur, le commerce agricole dans le monde, les échanges produits transformés compris, en valeur, les produits bruts, c'est 8%. Et si on rajoute les produits transformés, c'est 12%. En valeur, c'est 1900 milliards de dollars d'échanges dans le monde de denrées agricoles. C'est pas beaucoup. Le produit intérieur brut de la France, c'est 3000 milliards d'euros. C'est 1900 milliards de dollars. Mais quand on compare ça au commerce international, tout confondu, les voitures, l'énergie, le nucléaire, tout ce qu'on peut vendre, les produits pharmaceutiques, etc. Là, le chiffre d'affaires du commerce, c'est 33 000 milliards de dollars. Donc, quand il y a des négociations internationales où on veut faire rentrer des produits indiens ou brésiliens ou néo-zélandais et qu'on est sur une plateforme d'échange mondialisée avec 33 000 milliards de dollars, dont 25 000 milliards de dollars sont de l'industrie lourde, des voitures, des tout ça, le reste, c'est des services, les 8 000 milliards. Et des transports, vous pensez bien que les 1900 milliards planétaires pour les denrées agricoles, ça pèse rien. Et puis, quand il y a du commerce international, les pays pauvres et les pays en voie de développement, ils ont pas le rafale
ils n'ont pas forcément les dernières technologies, ils n'ont pas aérospatial, ils n'ont pas tout ça. Par contre, ils ont des vaches, des cochons et des canards. Donc, ça rentre en monnaie d'échange. Et à chaque fois, l'agriculture, elle est sacrifiée. Pensez bien qu'en face, il y a Bouygues, il y a Vinci qui veut faire des chantiers. Donc, l'agriculteur avec ses canards, on n'en parle même pas. Alors, ma question serait de savoir ce que tu penses du rôle de l'Europe avec la politique agricole commune est-ce qu'elle a participé, cette Europe, à cette descente en enfer de notre agriculture et dans quelle mesure? Alors oui, c'était commencé avant. Le libre-échange, le néolibéralisme, enfin maintenant c'est de l'ordolibéralisme parce que l'État participe au financement de ce modèle, parce que c'est pas un modèle libéral tout seul en roue libre, ça n'existe pas. Hein. Il y a du financement public, il utilise des fonds, il utilise des bras de l'État. Hein. Un État totalement libéral qui se débrouille par lui-même, ça n'existe pas. Hein. Il n'y en a pas. Mais depuis les années 80, les années Reagan-Thatcher, oui, ça s'est aggravé. Donc ça s'est aggravé avec le Commonwealth, c'est pas mal de... Ça s'est aggravé après la préférence communautaire, après qu'on ait chacun notre monnaie et des droits de douane, parce qu'avant on avait nos monnaies respectives et des droits de douane, mais déjà le mur commençait à se fissurer et on commençait à être ouvert de plus en plus au libre-échange. Donc en fait, le libre-échange, c'est pas toujours forcément les volumes qui viennent de l'extérieur, ils sont parfois minimes, mais ça sert aux centrales d'achat pour dire, nous, on a trouvé des produits en Pologne, le même, ou en Asie, donc comme on a trouvé ce produit-là, des cornichons ou des kiwis à ce prix-là, eh ben, on vous donnera que ce prix-là. Voilà. En fait, c'est un moyen de pression. C'est pas le volume, toujours. C'est pas forcément des volumes importants, mais c'est destiné à nous faire baisser le prix. Alors oui, avec l'Union européenne, ça a aggravé la situation parce que maintenant on a une monnaie, on a une union monétaire qui s'échange au taux de 1 pour 1 et qu'en fait qui est une union monétaire et donc on peut plus dévaluer, on peut plus adapter notre monnaie avec notre économie. Donc comme on peut pas faire de dévaluation ou de réévaluation monétaire, eh ben la dévaluation on l'a sur notre niveau de vie, on l'a sur les salaires des salariés, c'est une contraction interne à cause de ces différences monétaires et ces différences d'économie qu'on a entre les pays. Ça démontre que le libre-échange ne fonctionne pas. Donc, il faudrait arriver à sortir, à faire un partenariat avec un groupe de pays avec lequel on a des accords pour la partie qu'on fait des échanges. On peut très bien faire des échanges, avoir besoin de pétrole ou de gaz ou autre chose et l'échanger avec du blé ou des vaches, mais sur la base de la coopération entre les États et non sur la base du libre-échange. Parce que la base du libre-échange, c'est le moins-disant social et le moins-disant environnemental. Donc, c'est le cours de Chicago. Donc, le cours de Chicago, il peut pas s'appliquer à Rennes en Bretagne et en Inde et en Nouvelle-Zélande. Ça marche pas, ça. C'est pas possible. Sophie a une question pour toi, Philippe. Oui, parce que vous nous montrez que les prix qui se retrouvent imposés aux agriculteurs ne permettent pas de rentabiliser l'activité. Et en même temps, vous nous dites que l'agriculteur est devenu comme un prestataire de services de l'industrie agroalimentaire. Alors, je me demande si les producteurs ne peuvent plus continuer à produire à ce tarif-là et qu'il y a de moins en moins d'acteurs, qui y restera pour être prestataire de services de cette industrie agroalimentaire alors? Eh ben justement, donc au lieu de moi, ce que je propose avec les circuits, là, ce qu'on appelle les circuits courts, de revenir avec les consommateurs au maximum, c'est de ne plus parler de prix agricole, mais de prix de souveraineté nationale. Un prix de souveraineté nationale, c'est l'agriculteur qui reprend sa facture et qui, par bonne intelligence, en même temps, va gérer les volumes. Alors, qui va produire? Jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand Michel Rocard a mis en place les quotas en 1984, il y avait 395 000 fermes en France qui livraient du lait. Et aujourd'hui, on fait quasiment le même volume, on fait 1 milliard de moins. On fait plus 24 milliards, on fait 22,5 à peu près, à peine 23.
mais avec plus que 45 000, 44 000 producteurs. Donc, on a presque enlevé un zéro. Donc, les fermes, elles ont grossi, on a endetté les gens, ils produisent toujours de plus en plus, hein. L'agroalimentaire à la main et la coopération agricole sur le financement des exploitations, c'est-à-dire que le roulement financier des exploitations, il est tenu un peu par le réseau bancaire, mais aussi par la coopération agricole. C'est-à-dire que c'est les coopératives qu'avancent l'argent. Voilà. Donc l'agriculteur, il est totalement attaché au système. Et plus il produit, il essaye de produire toujours plus pour prélever 1000 ou 1500 euros. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que sur une carrière, on est beaucoup à 1000 euros. Sans accident, on est beaucoup à 1000 euros avec amortissement. Sur une carrière. Hein. Alors il peut y avoir des moments à 600, puis des moments à 1800. Hein. Mais on est à 1000 euros. Beaucoup d'entre nous, on est à 1000 euros. Alors après, il y en a 10, 12, 13%, 12% qui gagnent plus de 2500 euros par mois. Il y en a certains, des grands céréaliers ou des grands vignobles, mais ça, c'est pas la majorité. Ou justement, des gens qui ont repris la facture, qui transforment, qui font leur fromage et leur yaourt, eux, ils sont à plus de 2000 euros, justement, avec des petites exploitations. On peut retrouver des gens qui ont 10, 15 vaches, qui gagnent 2500, 3000 euros par mois, avec 10 vaches. Mais pourquoi? Parce qu'ils font des yaourts et des fromages. Voilà. C'est là qu'on voit que la valeur ajoutée, elle est dans la mesure où on arrive à remettre la main sur la valorisation de notre produit et faire notre facture. À partir du moment que ça part dans les réseaux des coopératives, c'est foutu. Sur un verre de vin, si vous prenez un verre de vin, il revient 3-4 centimes net au viticulteur sur un verre de vin. Sur un litre de lait, c'est pareil, il revient 3 centimes. Vous prenez un litre de lait, il revient 3 centimes. Idem dans la viande et tout le reste. 3 centimes d'euros. Ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. C'est pour ça que les agriculteurs sont en révolte tous les ans. Alors pourquoi ils vont pas manifester dans les coopératives et chez LDC, chez Lactalis et tout ça? Parce que vous pouvez pas manifester chez votre patron. Si vous allez manifester chez eux, c'est fini. Ils viennent plus vous collecter, c'est fini. Vous êtes mort. Ils vont vous mettre en cessation de paiement. Vous allez être en faillite. C'est comme quelqu'un qui va manifester chez son patron. C'est pareil. Alors, comment nous, tu parlais tout à l'heure du consommateur qui doit devenir le consommateur. Oui. Donc, on a parlé du rôle des maires, Oui. des élus en tout cas, et ça tombe bien parce que au mois de mars, c'est les élections municipales, donc ça pourrait être un véritable sujet les fermes, elles ont grossi, pour on a endetté les gens, des listes électorales, un les gens vrai produisent sujet de plus en plus. Comment dire, de politique locale. L'agroalimentaire à la main. Donc, je pense que certains s'en sont emparés. Alors, avec quelle sincérité, qu'est-ce qu'ils feront une fois, s'ils sont élus, une fois qu'ils y seront, hein. Donc, ça pourrait être mais bon, ça vaut quand même le coup de sensibiliser nos élus territoriaux à cette thématique-là. Donc, politique, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux électeurs, avec quelle sincérité, aux citoyens de France pour aller convaincre leurs élus locaux de rentrer sur ce ring-là? Il faut demander qu'ils s'engagent, les élus locaux par écrit, à utiliser les produits des agriculteurs le plus possible à proximité et redonner la facture à l'agriculteur. Il faut que ce soit l'agriculteur qui fasse la facture. Donc, aux restaurations collectives, les cantines, les EHPAD, ça c'est le rôle du maire, même si c'est souvent le chef cuisinier qui organise tout ça, mais le maire, c'est quand même l'officier de police, le premier officier de police de la commune, c'est lui qui gère sa commune, si c'est une communauté de communes aussi. Donc, à partir de là, il faut redonner la main localement pour que les agriculteurs puissent retrouver du revenu et préserver les paysans localement qui sont les nourriciers. Parce que si on détruit tous les agriculteurs localement, on ne garde plus que des grosses structures géants tenues par les coopératives,
déjà les gens ne sont pas heureux, ils sont très fragilisés, très endettés, et puis c'est pas quelques agriculteurs qui peuvent nourrir une population s'il y a un conflit majeur. Et puis il y a le problème de la transmission de ces exploitations-là, et vont être reprises que par des fonds d'investissement ou des coopératives, et ne pourront pas se transmettre, parce que les capitaux engagés vont représenter des millions d'euros, on le voit déjà, vont représenter des millions d'euros, les fermes, pour prélever 1 000 euros. Il y a personne qui va investir 3 millions d'euros pour se prélever 1 000 euros. Ou alors, faut être débile. Donc, on est rendu là maintenant. Donc, c'est la fin du modèle capitaliste. De toute façon, on le voit bien, hein. Il y a beaucoup d'économistes qui le disent. Moi, je travaille dans un cercle un groupe d'experts au niveau national sur la souveraineté, où il y a Emmanuel Todd, des gens comme ça, Georges Kuzmanovic, Emmanuel Todd et d'autres, hein, Jacques Sapir, hein. On voit bien qu'on est à la fin d'un modèle. On est à la fin d'un modèle. On peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et puis bon, l'impact que ça sur la population, parce que c'est une agriculture qui globalement, on cherche toujours à la concentrer, elle est intensive. Donc intensive, c'est des produits de synthèse, des engrais de synthèse, des engrais chimiques, c'est des phytosanitaires pour concentrer les exploitations, pour qu'un homme tout seul puisse faire le maximum de travail en un minimum de temps. On parle maintenant dans la viticulture de mettre en place des schémas avec des automates dans les champs, des machines, des prétailleuses et tout, pour qu'un viticulteur tout seul puisse faire 100 hectares de vignes. On est dans la connerie. On est dans la connerie. Alors, je voudrais en revenir aussi sur notre pays, qui est quand même un pays rural. Oui. Il y a pas tant de grandes villes que ça en France, hein. Donc, il y a énormément de villages. Je crois que c'est plus de 38 000 communes que nous avons. Il y en a 34 500 maintenant. 34 500. Donc, dans de nombreux conseils municipaux, il y a des éleveurs, des agriculteurs, des viticulteurs. Donc, je pense qu'ils sont eux aussi en capacité d'aider leurs maires, s'ils sont pas maires eux-mêmes, à pouvoir créer cette énergie vitale sur leur territoire. Il me semble quand même qu'on a des compétences aussi dans les conseils municipaux. Oui, mais là que nous avec l'association des mairies démocrates de France et SOS Maire, là, Centre Boisson, on va faire passer, on demande à en rencontrer, on en rencontre déjà, à faire passer des documents, mais Stéphane va le faire. Toutes les mairies de France vont recevoir un document, hein, pour justement organiser du local avec les agriculteurs. Aujourd'hui, je dirais, alors, faut convaincre les gens déjà, hein, parce qu'ils sont rentrés dans un moule avec les chaînes métro ou les chambres d'agriculture ou le réseau chambres d'agriculture avec le groupe InVivo et la coopération agricole. Donc là, ça contourne l'agriculteur et l'agriculteur, il perd la main. Mais après, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est à l'organiser quand les produits, il faut qu'ils soient transformés. Quand c'est des pommes, des fruits, des légumes, on peut l'organiser parce que c'est des produits bruts. Mais à partir du moment qu'il faut faire des yaourts, du fromage, ou qu'il faut passer par un abattoir pour des moutons ou des vaches, là, le problème, on est obligé de passer chez Bigard. Et derrière, faut un outil pour transformer aussi. Voilà. Faut transformer en steak haché, tout ça. Et à partir du moment où il faut ça, attention, parce que les acteurs qui ont la main, ils profitent de la prestation. Par exemple, je vais vous donner un chiffre, ça va vous parler. Un animal de 400 kilos de viande, de carcasse, hein, qui va passer à l'abattoir, pour le transformer, pas chez Bigard, mais après Bigard, pour le transformer et le mettre en colis, le récupérer en colis de 5 kilos ou 10 kilos, avec des beefsteaks, tout ce qu'on demande, quoi, hein, eh ben, ils prennent 1 500 € de prestation pour 400 kilos de viande. Ah, vous voyez déjà le problème? Vous voyez déjà où est le problème, là? Hein? Donc, c'est pour ça que moi, j'avais soumis ce problème-là dans les gouvernements, quand j'allais au ministère, à l'époque Sarkozy-Hollande surtout. Hein, et ça, ils me l'avaient relevé, ils n'avaient pas tort là-dessus, ils savaient, mais ils n'ont rien fait. Ils m'ont dit le problème, c'est qu'au départ de l'exploitation, si on arrive à passer un prix correct pour que vous puissiez vivre, certains parlent de prix minimum, on peut appeler ça comme on veut,
Il m'a dit, s'il y a une augmentation au départ de la ferme, tous ceux qui sont derrière vous, il nous avait bien dit, tous ceux qui sont derrière nous, j'ai bien dit tous, ils vont tous prendre 20 à 30%. Ils prennent 20 à 30% quand c'est pas 50. Donc il a dit, je vous dis pas, bon, je me souviens avec Hollande et tout ça, on en avait parlé, il a dit, je vous explique pas le prix que ça va arriver de l'autre bout, dans le caddie. Hein. Parce que tout le monde prend le crayon et prend 20, 22, 25, 35, 40, 50% de marge. Donc, bah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il est là le problème, de toute façon. Il n'est pas ailleurs. C'est ça. Donc, on est vraiment, nous, les consommateurs, on est vraiment des acteurs directs de l'avenir de notre alimentation et de notre souveraineté. Hein. Donc, alors, il faut privilégier le local, il faut privilégier les marchés aussi, parce que sur les marchés, on a quand même pas mal de producteurs. Oui. Je pense que les marchés en France, c'est quand même un lieu de vie qui est important. Il y a beaucoup de gens qui vont au marché. Oui. Pour moi, il faut aller dans les fermes et retourner sur les marchés. Il y a plein de petits marchés qui se font. C'est convivial. Les marchés et puis les producteurs. Alors, les producteurs, on peut aller les voir, mais il y en a qui livrent. Hein. Il est bien organisé, le producteur, il va livrer. Hein. Oui, il a sa chaîne, il a son circuit et bien sûr, ça existe. Hein. Et l'avantage de revenir vers ça, moi je vais les faire passer sur ma chaîne YouTube. Vous irez voir Philippe est dans le pré. Je vais commencer à les faire intervenir. Alors il y en a, ils viennent pas parce qu'ils ont peur aux représailles. C'est toujours le problème. Mais je vais en faire intervenir des gens qui sont déjà comme ça. Et à partir du moment qu'on est comme ça, en circuit direct, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse exploitation. Là, automatiquement, on va ramener des paysans sur les territoires. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses exploitations. Hein. Les exploitations, elles sont petites. Hein. Alors, ça passe du temps en main-d'œuvre, hein, parce que c'est beaucoup de manutention. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir 100 vaches. Hein. Moi, j'ai un gars qui va revenir sur ma chaîne, je vais le faire parler. Lui, il a démontré, il est capable de le démontrer. Hein, on est prêt à faire des conférences. Avec 5 vaches, 5 à 10 vaches, on fait vivre une famille. En faisant des fromages ou des yaourts, hein, évidemment. 5 à 10 vaches. On fait vivre une famille. Et il va prélever plus de 2000 €, hein, le gars. Hein. Il va être sur du 2-3 000, 2005, 3000. Hein. Que celui qui va avoir 100 vaches, lui, il est endetté et il a bien du mal à prélever 1000. Bien du mal à prélever 1000. Donc, il faut réfléchir un peu. Je sais pas, mais il faudrait que les gens réfléchissent. Oui, puis c'est pas le même plaisir de travailler quand même. C'est pas du tout le même travail. Ouais. Il y a la casquette de commerçant. Les agriculteurs, beaucoup sont pas habitués à ça. Mais le vin, c'est pareil. Le vin, quelqu'un qui a peu de vignes, mais qui vend tout en bouteille et qui valorise son vin correctement en bouteille, il va gagner plus d'argent qu'un qui a 100 hectares et qui va livrer à la coopérative. Ça, c'est connu, ça. Oui. Faut revenir au b.a.-ba du travail, quoi. Oui. En plus, c'est des emplois non délocalisables. On relocalise, on redonne de la vie dans les territoires et c'est non délocalisable. C'est des emplois non délocalisables, ça. On peut pas, ça peut pas se délocaliser, ça. Voilà. Et au moins, on connaît les producteurs, on sait ce qu'on consomme. L'agriculture, c'est la nourriture, c'est la santé. Hein. Il y a des estimations à plus de 80 milliards. Hein. L'impact sur la santé du modèle agroalimentaire avec les produits transformés, il est estimé à 1 200 € par Français. Donc 1 200 € par 68 millions. Vous voyez le prix que ça coûte? Alors ça, c'est quoi? C'est principalement les maladies cardiovasculaires, les cancers et l'obésité. C'est principalement ça. Hein? C'est lié au modèle industriel de l'agriculture. Voilà. C'est pas par hasard. Hein? On le sait, aux États-Unis, l'obésité, on sait que ça vient de l'alimentation. Oui, de l'alimentation, de ce que boivent les gens aussi. Bien sûr. Ces cochonneries de soda, là. Alors, c'est bien, vous allez faire votre marché. Hein. De toute façon, des marchés de partout, il y en a tous les jours de la semaine. Donc, quand les gens ils travaillent dans la semaine, ils peuvent y aller le samedi. Je veux dire, et au moins, vous éviterez d'acheter des sodas, d'acheter des bonbons, d'acheter des tas de cochonneries. Prendrez des fruits et des légumes frais de saison. Parce que ça, c'est important aussi de manger des choses de saison.
Et puis vous vous sentirez bien mieux. Et comme ça, vous vous promènerez. Et le marché, c'est un lieu de convivialité aussi. Voilà. Alors, il y a ça, et autrement, il peut y avoir, pour les agriculteurs, il peut y avoir, on peut mettre en place, et là, les élus pourraient aider à financer. On peut mettre aussi en place des distributeurs, et si on a peur de couper le lien avec les consommateurs, ben, l'agriculteur, il va ouvrir les portes à sa ferme 2 fois par an. Il y a une visite de l'exploitation. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est ça. Moi, je t'avoue que dans la petite ville où je vais faire mon marché, à l'entrée, il y a une espèce de chose avec des compartiments où tu peux chercher tes salades, tes tomates, etc. Alors, moi qui ai le temps, qui ai le temps, je suis à la retraite, donc j'ai le temps d'aller faire mon marché. Je t'avoue qu'aller chercher, ouvrir un compartiment et prendre des produits, ça me branche pas du tout. Par contre, je comprends que les gens qui travaillent, Oui. eh ben, en rentrant du boulot, ils aillent chercher des produits du frais à cet endroit-là. Mais quand même, le contact avec le commerçant, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Moi, j'ai vraiment des producteurs, des productrices, et c'est chouette d'échanger. Quand j'achète une salade, il y a des escargots dedans. Enfin, voilà, tu sens que c'est le terroir, c'est vraiment le terroir. Et puis, on discute avec ces personnes-là. Et elles ont le sourire, hein. Moi, tous les gens à qui j'ai affaire, toutes les personnes à qui j'ai affaire ont le sourire. Donc, ça fonctionne bien, hein. Donc, à nous, les consommateurs, d'aller rencontrer nos producteurs de partout où on va. Là, c'est-à-dire qu'avec cet acte d'achat, on contourne toute la logistique qui des fois traverse la France ou traverse l'Europe ou traverse le monde, hein, avec les produits. Donc ça se paye, hein, la logistique. Hein. En plus, ça change des fois 3-4 fois de main, hein, de différents intermédiaires. Ça, c'est une chose. Mais ça contourne aussi la coopérative. Ça contourne beaucoup de plateformes agroalimentaires, hein, et la grande distribution. Et même, on va plus loin que ça. Il y a des endroits, moi j'ai des copains, je vais les faire parler sur ma chaîne, qui ont des petites laiteries. Les élus peuvent très bien, alors pas à l'échelon d'une commune, mais d'un département ou pour 2 ou 3 départements, ils peuvent très bien remettre en route un petit abattoir municipal et une petite laiterie. Et là, le problème est résolu. On consomme local, on a le petit outil de transformation. L'outil de transformation, s'il est public, les gens seront rémunérés, mais l'établissement ne fera pas de bénéfice, puisque c'est pour la collectivité, c'est pour le bien des populations. Pour la nourriture, c'est la santé. On a déjà 80 milliards d'euros par an, rien que sur le côté santé, et on a 60-70 milliards d'euros par an de l'impact du modèle agricole sur l'eau, sur la qualité de l'eau. Donc 60 et 80, on est déjà à 140 milliards. Bon, si les élus voulaient reprendre ça en main et qu'on ait des fermes plus petites, hein, à taille humaine et plus saines pour l'environnement et la santé des gens, mais on coche toutes les cases. On a tout ce qu'il faut. Et ça, l'Union européenne nous l'interdit pas. Hein. Ceux qui disent que c'est faux, hein. Il y a pas, non, ça c'est, on peut le faire, ça. Tout à fait. Eh bien, écoute, je sais pas si on est arrivé au bout de notre sujet. En tout cas, merci pour toutes ces précisions que tu nous as données, toutes ces informations, les liens avec ces associations donc de maires. Hein. Je répète, SOS Maires, et puis l'association des maires démocrates de France. Donc, je suppose que si on tape ça sur Internet, on va directement aller sur leur site. SOS Maires Alexandre Boisson et Marjolaine, Association des mairies démocrates de France, et puis le réseau à Michel Lecomte, Smart Réseau. Ah oui, Smart. Ouais, Smart Réseau. Hein, réseau ZO. Et là, lui, il a fait un boulot énorme. Je crois qu'il y a 11 ans qu'il a commencé à monter ce logiciel-là. Et c'est pour mettre les gens en relation et que les gens savent où il y a des points de vente chez les producteurs. Et ensuite, les producteurs, ben, ils vont se rapprocher de lui. Je crois il a pas de pub, lui, rien du tout. Hein. C'est un réseau français. Ils ont un abonnement à prendre, je crois, le producteur, un abonnement, je sais plus si c'est 150 € là pour au début, puis après ça y est. Hein. Et puis après ils vont communiquer, les gens vont pouvoir venir soit dans la ferme ou soit ils vont les livrer. Et au moins, parce que moi même aujourd'hui, si on me demandait qui vend des œufs dans mon département, au détail, je le sais même pas. On se connaît pas entre nous. On n'a pas de fichier. Ouais. Ah oui, c'est un vrai travail
d'information, ça, hein, de lien, hein, de mise en lien des différents acteurs. C'est super. Hein. Voilà, et puis les gens, ils viendront écouter Philippe est dans le pré, les émissions qui vous intéressent. Vous pouvez trier, parce que des fois, je parle des SAFER, des fois, je parle du statut du fermage. Alors, il y a des thèmes différents. Mais quand ça va être sur les circuits courts, si ça intéresse les gens, ils vont bien voir le thème de l'émission. Et ben là, vous aurez plein d'infos. Oui, parce que tu fais des émissions très régulièrement quand même. Hein. Ouais, normalement, je fais au moins 4 vidéos la semaine. Normalement. D'accord, voilà. Donc, eh ben, écoutez, que nos auditeurs l'aient entendu et puis qu'ils aillent voir un petit peu ce que tu leur proposes comme info. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé ce soir et du temps que tu nous as accordé. Alors, je te laisse, si tu veux, la conclusion. Quelle conclusion mettrais-tu? Ben, la conclusion, je pense que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, le pouvoir est entre nos mains, nous les consommateurs. Et ne pas oublier Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Donc, il suffit de changer notre mode de consommation pour court-circuiter toutes ces plateformes financières qui sont là que pour spéculer, aller en bourse et faire du profit sur le dos des gens. C'est tout. Voilà. Eh bien, merci. C'est une conclusion quand même qui est optimiste, hein, face à tous les événements dramatiques qu'on a vécus. Non, l'avenir est entre nos mains. L'avenir est entre nos mains et nous avons chacun notre rôle à jouer là-dedans pour qu'il soit beau. Donc, voilà, partagez cette vidéo et puis partagez ces liens donc, que Philippe vient de nous rappeler pour rencontrer ces maires et ces personnes qui font du réseau, justement, comme Smart Réseau. Donc, partagez toutes ces informations. Allez voir aux réunions municipales, là, aux réunions de présentation des nouvelles équipes municipales, hein, des candidats, et posez-leur les questions en public. Il faut obtenir absolument des engagements de ces personnes-là qui se renseignent. Et voilà, on doit être vraiment acteur de tout ça. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci à toi, Philippe. Merci beaucoup, Cathy, et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci.